Bonjour et bienvenue. Il y a des moments dans la vie politique où tout le monde peut sortir perdant. Majorité, opposition à égalité, jugée tout d'un bloc par nos compatriotes lassés des postures politiciennes. La réforme des institutions voulue par le président de la République va peut-être prendre ce chemin dangereux, un compromis raisonnable et bien sûr possible, mais on a le sentiment d'assister à une bataille politique, certains diraient peut-être même politicienne, qui s'annonce âpre et longue. Notre invité est l'homme qui dit non à Emmanuel Macron, le président du Sénat, peut-être la voix qui porte le plus aujourd'hui à droite, Gérard Larcher. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Alors, nous allons prendre le temps d'en parler, de cette réforme des institutions, même si c'est parfois technique, peu importe. Nous expliquerons, vous allez nous dire si vous avez l'intention de tout bloquer ou bien de négocier. C'est la question qui se pose en ce dimanche matin. Nous parlerons aussi de la réforme de la SNCF et de cette grève d'un nouveau genre annoncée par les syndicats pour le mois d'avril. On vous interrogera également sur la situation de votre famille politique et de son leader, Laurent Wauquiez, qui dégringole dans les sondages après l'épisode des enregistrements. Pour vous poser toutes ces questions et d'autres, Nicolas Barré du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour David, bonjour à tous. Et bienvenue à vous. Laurence Ferrari pour CNews. Bonjour Laurence. Bonjour David. Et bienvenue, c'est le grand rendez-vous. Notre invité est Gérard Larcher. C'est parti, première question avec vous, Laurence Ferrari. Bonjour, monsieur Larcher. On va parler de la réforme des institutions. Vous avez vu le Premier ministre mercredi soir, vous n'avez rien dit depuis, vous vous réserviez pour notre émission. Est-ce que, selon vous, un point de compromis est possible sur cette grande réforme? Est-ce que, encore une fois, vous êtes dans la phase où vous montrez vos muscles avant de trouver un accord? D'abord, bonjour et merci de m'inviter en ce dimanche matin. Je vais vous raconter quand même le récit. Le 3 juillet dernier, le président de la République, il rassemble les députés et les sénateurs à Versailles, dans un congrès, et il annonce, entre autres, qu'il a un projet de réforme de la Constitution, mais aussi du fonctionnement politique du pays. Et il dit quoi? Je veux un Parlement fort, un Parlement qui travaille plus vite. Je veux en même temps que ce Parlement fort, que les territoires soient représentés. C'est le texte même. Je dois dire que sur ce point, nous avons entrepris de travailler et il saisit les deux présidents d'Assemblée dans une demande de proposition, ce que nous avons fait le 24 janvier, pour ma part, en réunissant un groupe de travail où il y avait tous les groupes politiques, sans aucune proportionnalité de l'importance des groupes. Nous avions un rapporteur, François Pillet, et le 24 janvier, j'ai adressé le rapport collectif, avec beaucoup de convergences, parfois tel ou tel point de divergence. Et ensuite, nous avons entamé avec François de Rugy une discussion, François de Rugy et moi-même, dont j'ai rendu compte au groupe de travail. Maintenant, nous allons entamer la véritable discussion avec le gouvernement, car nous n'avons pas de texte encore. Nous avons, pardonnez-moi de le dire, un squelette de texte qui a été l'objet de nos échanges avec le Premier ministre. Mais alors la réponse à la question de Laurence Ferrari, on va à un compromis ou on va à la bagarre? Il faut le dire aujourd'hui à nos concitoyens. On va au dialogue. On va au dialogue sur un certain nombre de points. Il y a deux piliers pour moi. Le premier des piliers, je vous le dis, c'est qu'en aucun cas, le Parlement ne peut sortir affaibli de la révision constitutionnelle. Depuis 1958, toutes les révisions ont progressivement renforcé l'équilibre Parlement fort. Et un exécutif fort ne doit pas avoir peur d'un Parlement fort aujourd'hui. Le second des points, c'est le territoire. Et donc la représentation des parlementaires sur le territoire. Ce sont nos deux piliers. Et les territoires, qui soient urbains, périurbains, qui soient ruraux, qui soient aussi ultramarins, c'est ces deux piliers-là qui nous guident. Alors ensuite, on peut avoir des points de débat, mais il est vrai. Mais soyons précis. Je le dis, puisque vous me posez la question, quels seront les points sur lesquels les piliers ne plieront pas? C'est le propre d'un pilier de ne pas plier, je vous rappelle. C'est notamment le Parlement et le territoire. Sur le non-cumul dans le temps, ça c'est un point précis sur lequel il pourrait y avoir un compromis. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution en élevant pour les maires, par exemple, le seuil à partir duquel il serait interdit? Aujourd'hui, seules les communes de 3500 habitants sont concernées. Qu'est-ce que le non-cumul dans le temps, d'abord? On peut pas c'est au fond, avec, non mais c'est au fond pour un maire de dire à ses concitoyens, je prends le maire d'une petite ville, 5-6 000 habitants, bah vous avez fait 18 ans,
Et au fond, vous n'êtes plus légitime à être candidat. Moi, le seul baromètre pour un démocrate, c'est le suffrage universel. C'est le choix des citoyens. C'est même dans les principes même de la Déclaration universelle de 1789. Alors, si on doit se poser des questions, il faut d'abord qu'on ait un débat sur ce sujet fondamental du suffrage universel, du droit des citoyens. Et je rappelle que dans l'article 25 de la Constitution, ça ne fait pas partie aujourd'hui des incapacités à être candidat. Donc c'est un débat. Nous allons l'ouvrir. Vous êtes ouvert. Vous pourrez accepter finalement ce non-cumul dans le temps, on limite à 3 mandats successifs? Attendez, il faut d'abord dialoguer, il faut d'abord se rencontrer, mais ça n'est pas une mince affaire. Ça existe déjà, le non-cumul dans le temps. Vous l'avez pour le président de la République, par exemple. Il ne peut pas enchaîner plus de 2 mandats consécutifs. Oui, ça existe dans un certain nombre de pays. Le non-cumul dans le temps pour les parlementaires, ça n'existe qu'au Portugal et au Mexique. Et au Portugal, c'était lié à l'histoire Salazar. Mais vous disiez, Gérard Larcher, 18 ans, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est peut-être un argument d'un autre âge. Nos concitoyens, dans les enquêtes d'opinion, semblent dire, oui, quand on a fait 18 ans, peut-être qu'il est temps de laisser la place au renouvellement des élus, des générations. Vous entendez ça ou pas du tout? Ils ont eu tort, les Rambolitains, de voter pour moi pour 5 mandats. C'est-à-dire de me faire confiance, y compris à 70%. Ça veut dire qu'ils sont eux aussi incapables dans leur liberté de choix. C'est pour ça que ce n'est pas un débat médiocre. Il y a aussi un autre sujet dans cette réforme des institutions, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Emmanuel Macron l'avait inscrit dans son programme, une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. Les Français sont massivement pour, si on en croit les sondages, ça tourne autour de 80%. Le président de la République, depuis, a ajouté une réduction aussi du nombre d'élus locaux. Ça, ce n'était pas tout à fait aussi explicite dans son programme. Qu'est-ce qui vous gêne, au fond, là-dedans? D'abord, tout le monde, parmi les candidats, a proposé l'ajustement du nombre de parlementaires. Peut-être était-ce l'air du temps, parce qu'en fait, quand on regarde le nombre par rapport aux citoyens, la France est dans la situation des démocraties européennes moyennes. Mais on acte ça. Il faut que le nombre soit ajusté à la représentation territoriale. Parce que c'est le deuxième pilier. Vous ne pouvez pas parler du territoire s'il n'a pas de représentant. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, vous voyez le débat autour des écoles rurales. Imaginons que des départements pauvres en démographie n'aient pas un député et un sénateur au minimum pour les représenter, pour porter la voix du territoire. Comment la démocratie fonctionne? Voilà pourquoi ce principe d'un député et d'un sénateur par département ou collectivité à statut spécifique, c'est vraiment un point de rencontre de tout le monde au Sénat, de tout le monde. Donc ça, de tous les groupes politiques. C'est une ligne rouge pour vous, ça? C'est même pas une ligne rouge, c'est un principe, c'est un pilier. C'est un pilier en plus de bon sens, y compris pour éviter d'avoir une France qui se sente abandonnée, fracturée, oubliée. Et ça joue aussi dans les territoires périurbains, parce que la question scolaire, elle est vraie dans les territoires ruraux, elle est vraie aussi dans la commune de Trappes, à 20 km de Rambouillet. Pour qu'on comprenne de ce que vous parlez, vous faites référence aux annonces de Jean-Michel Blanquer qui a dit que de 200 à 300 classes pourraient fermer dans les zones rurales. Pas que les annonces, c'est ce qui nous remonte. Je précise. Attendez, moi, par principe, je fais confiance. Le président de la République, devant le Conseil national des territoires, au mois de juillet dernier, a dit que l'école, c'était une référence majeure pour le territoire. Et il a dit d'ailleurs, on ne fermera pas de classe tant que nous n'aurons pas mis en place une politique pour le territoire. Nous attendons toujours l'agence nationale qui doit s'occuper du territoire. Je dis simplement, aujourd'hui, sur cette question scolaire qui est fondamentale, vous savez, il y a en moyenne 23 enfants par classe dans ce pays. Il y a des départements où il y a moins d'enfants. Mais la présence d'une classe, c'est tout à fait essentiel pour que les gens continuent à habiter le territoire. Mais vous dites promesse non tenue, là, par Emmanuel Macron, Gérard Larcher? Je dis promesse à suivre. Ok. Alors, et à surveiller. D'ailleurs, le président a appelé au pouvoir de contrôle du Parlement. Nous allons naturellement contrôler ce dossier. Moi, je suis prêt à faire une proposition. Quand on ferme une école, il y a une étude d'impact, c'est obligatoire. Il y a eu une charte en 2006, il y a les conventions de ruralité. Je pense qu'aujourd'hui, dans les territoires sensibles, qui ne sont pas que des territoires de quartiers en difficulté, mais aussi des territoires ruraux, il y a une étude d'impact opposable pour chacune des fermetures de classes éventuelles, quand elles ont des conséquences
extrêmement importante sur le territoire. On vous a entendu. Dans votre introduction, vous faisiez référence au discours du Congrès d'Emmanuel Macron au mois de juillet. Dans ce discours, il avait aussi prévenu qu'en cas de blocage, il n'hésiterait pas à faire usage du référendum. Vous lui dites quoi sur ce point chiche ? Pas du tout, je suis un gaulliste et donc le référendum, ça fait partie des procédures parlementaires, mais il y a des règles pour le référendum. Modification de la Constitution, ça relève, pardon, pour les auditeurs, les téléspectateurs, article 89. Il faut d'abord un vote majoritaire dans chacune des chambres, puis ensuite, le président, il a l'option, soit réunir le Congrès, soit faire appel au peuple français. C'est sa liberté. Il y a l'article 11. Et l'article 11, c'est pour les lois ordinaires, éventuellement les lois organiques, mais pas la révision constitutionnelle. Oui. Et je le dis, sur le cumul dans le temps, pour les parlementaires, pas pour les maires. Je pense que ça pourrait relever de la Constitution, mais j'allais dire, il y aura un débat de spécialistes, mais j'ai cru comprendre que l'immense majorité des spécialistes penchait plutôt pour mon interrogation. Président Larcher, pendant la campagne d'Emmanuel Macron, on avait compris que la réduction du nombre d'élus irait de pair avec une augmentation des moyens financiers qui leur sont alloués, c'est-à-dire de leur salaire. Bizarrement, plus personne n'en parle. Visiblement, ça passe pas très bien dans l'opinion, alors que ça peut être du bon sens. Pourquoi personne aujourd'hui ne dit il faut augmenter les élus? Est-ce que vous le dites, vous? C'était pas le propos du président en tant que tel. Il parlait des moyens dévolus aux parlementaires. Et ces moyens dévolus aux parlementaires, c'est pas individuellement non plus. À chaque parlementaire, nous sommes par exemple un parlement en France, la différence du parlement allemand, qui dépend beaucoup, pour compléter ses études d'impact, ses travaux d'organismes de l'État. Pour la première année, nous allons mettre des crédits spécifiques parce que, à la manière de ce qu'avait fait M. Schauble et ce qu'a fait M. Lamerte auparavant, nous allons avoir des crédits autonomes, indépendants. Et donc, renforcer ces moyens, c'est cela. Puis il y a aussi un second sujet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles qui s'imposent aux parlementaires. Soyons attentifs aussi à ce qu'on ne remet pas en cause chaque jour la légitimité, tout simplement, de l'indemnité des parlementaires, des maires et des élus. Je crois que ça fait partie aussi d'une démocratie saine que d'avoir des élus qui soient rétribués d'une manière convenable, qui ne soient pas chaque jour remis en cause. Nous avons fait de très gros efforts en matière de gestion. J'estime qu'un élu de la nation, il a aussi, pas simplement le droit, mais c'est un devoir de la nation de lui apporter. Je rappelle simplement que un sénateur, ça coûte moins de 5 euros, 4,25 € par Français et par an. Nicolas Barré. Autre sujet sensible, la proportionnelle. Le président de la République en a fait un élément de son programme également. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué une fourchette entre 10 et 25% d'élus qui pourraient être élus à la proportionnelle. Quel est, selon vous, le bon dosage qui ne change pas la nature de la Ve République, au fond? La question de la proportionnelle, sur le fond, même si parfois ça bouleverse un certain nombre de nos amis, je n'y suis pas favorable pour les députés, parce que le fait majoritaire repose sur le scrutin majoritaire. Et la Ve République repose là-dessus. Donc pour vous, c'est 0% de proportionnel. J'entends très bien ce que dit notamment Christian Jacob, et je partage cette approche. En même temps, je suis responsable politique. Responsable politique, d'ailleurs, au Sénat, plus de 70% des sénateurs sont élus à la proportionnelle. Voilà pourquoi l'élément proportionnel, il existe déjà dans notre pays. Et je pense que mon rôle, c'est de dire au président de la République, regardons ensemble l'Italie, l'Allemagne, le système de la Ve République. Et je militerai pour une proportionnelle qui soit la plus mesurée possible pour ne pas nous conduire au spectacle auquel nous avons assisté en Allemagne. Alors quel est votre chiffre? 15, 10, 12 Écoutez, je ne suis pas sur le marché de Forges-les-Eaux. Mais vous avez bien à suivre les enchères. Je vous ai dit le plus possible. Donc j'ai une tentation plutôt vers 10. C'est ça, plutôt vers 10% que 25%. En tout cas, 25%, c'est hors de question pour vous. Enfin, voilà. C'est bon. Non, c'est pas bon. Alors allez-y. On est quand même sur un débat sur le fonctionnement de nos institutions. C'est pas une mince affaire. La France, qui a beaucoup de handicaps en matière de compétitivité, de dépenses publiques qu'elle n'arrive pas
à maîtriser, qui est d'ailleurs un vrai sujet. Il ne faut pas qu'on économise non plus notre pensée sur comment réduire la dépense publique. Parce qu'une France forte, dans une Europe forte, c'est une France qui retrouve des équilibres. Il faut donc qu'on ait des institutions. Mais l'avantage de nos institutions, même François Hollande a pu l'éprouver, c'est que même quand vous avez une partie de votre majorité frondeuse, vous pouvez continuer à gouverner. C'est une des forces de la Ve République, c'est le fait majoritaire, ça mérite qu'on en parle. Je comprends parce qu'il y a eu d'autres, et pas simplement Emmanuel Macron, qui ont réfléchi à la proportionnelle. C'est pas un sujet tabou, c'est pas un sujet médiocre, mais faisons attention au fonctionnement demain de notre exécutif. Le message est passé. Gérard Larcher, président du Sénat, est notre invité, l'invité du grand rendez-vous en ce dimanche matin. On fait une pause très très courte, on se retrouve tout de suite après. Le grand rendez-vous, deuxième partie avec le président du Sénat, Gérard Larcher. On reprend avec vous, Nicolas Barré. Alors aujourd'hui, Vladimir Poutine va être réélu pour un 4e mandat. Manifestement, lui aussi, il est contre le non-cumul dans le temps. Il exerce une forme de pouvoir absolu. L'empoisonnement d'un ex-espion sur le sol britannique montre qu'il pousse très très loin les limites. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de boycotter le stand de la Russie au Salon du Livre? Et au-delà de ça, quelle est la bonne attitude à avoir vis-à-vis de M. Poutine? D'abord, le geste d'Emmanuel Macron, je le partage. Parce qu'il faut aborder la question russe, et je suis un de ceux qui a rencontré Vladimir Poutine il y a de ça 2 ans, sans naïveté, en même temps avec fermeté, mais aussi avec le principe de réalité. Parce que c'est la Russie qui détient un certain nombre de clés, notamment au Moyen-Orient, où nous avons d'ailleurs été pour partie évincés. Et que c'est très bien de faire des grandes déclarations, d'agiter ses petits bras, mais la réalité, il faut aussi la gérer. Et cette réalité-là, c'est comment, sans faire de concession à l'inacceptable, on retrouve les voies de la paix au Moyen-Orient. Je voudrais simplement vous dire que la défaite de Daesh n'a rien réglé, notamment pour des populations civiles, qu'elles soient à Afrin ou dans le quartier de la Ghouta, c'est la même chose. Et donc, un responsable politique doit aussi regarder les réalités en face. Et donc Emmanuel Macron doit aller plus loin dans son attitude vis-à-vis de... D'abord, nous sommes solidaires du Royaume-Uni, comme nous l'avons été dans d'autres occasions. Comme nous sommes solidaires, et j'irai bientôt rencontrer les présidents des parlements nationaux de l'Europe centrale et orientale. Parce que la question des frontières orientales est aussi une question de solidarité. On parle beaucoup de la Méditerranée, mais je veux ici réaffirmer l'importance du front oriental et de la présence de l'Union européenne. Donc, je pense qu'on va attendre les conclusions des enquêtes, mais pas de naïveté. Laurence Ferrari. On va revenir en France avec les retraités qui ont manifesté cette semaine contre la baisse de leur pouvoir d'achat. En déplacement en Indre-et-Loire, Emmanuel Macron leur a répondu dans ses échanges directs et télévisés qu'il aime beaucoup. Je l'avais dit pendant ma campagne, je le fais. Donc, est-ce que les retraités doivent accepter de faire un effort, d'être patients en espérant profiter de la baisse progressive de la taxe d'habitation? Est-ce qu'ils doivent se serrer la ceinture au nom de la solidarité, Gérard Larcher? La CSG, la TVA, c'était un de nos grands points de différence au moment de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Parce que nous pensions que la CSG, elle allait peser sur le quotidien de retraités modestes, qui déjà avaient vu la caisse d'allocation solidarité autonomie, qui leur a été une décision que nous avions prise, que nous assumons, la demi-part des veuves, mais ça n'est pas rien. Bah, ça c'est vous, hein, c'est la droite. Hein. J'ai dit que nous avions pris. Pardon, allez-y. Mais on assume. Oui. Troisième des choses qui est importante, un certain nombre de caisses complémentaires. Et quand ils regardent aujourd'hui leur situation, on leur dit vous n'avez qu'à contribuer. Nous pensions, pardonnez-moi de le rappeler, que la TVA était une meilleure voie, et d'autant plus que la TVA, elle pesait aussi sur les importations chinoises. Et je n'oublie pas que nous avons 65 milliards de déséquilibre de notre balance commerciale. Enfin, le débat présidentiel est derrière nous. Est-ce que vous dites aujourd'hui au gouvernement, Gérard Larcher, il faut faire un geste, par exemple, justement la réintroduire, cette demi-part des veuves? On entend certains députés LREM dire que ce serait une bonne idée. En tous les cas, nous devons nous pencher, puisqu'on va avoir un grand débat sur les retraites, sur cette situation des retraites. Nous avons eu un débat au Sénat, d'ailleurs sur une initiative communiste. La retraite
notamment des agriculteurs les plus modestes, qui n'est pas un débat médiocre. Le président de la République lui-même, répondant à une interpellation lors du Salon de l'agriculture, avait reconnu qu'avoir moins de 85% du SMIC, c'était quand même pas une retraite convenable. Je crois que nous avons aussi un autre sujet qui va se poser. Il va falloir trouver 26 milliards. Eh oui, pour compenser la perte de la taxe d'habitation. Et là, on est quand même dans l'improvisation. Le président de la République a proposé que ce soit les 2 rapporteurs généraux qui travaillent avec le comité des finances locales. En même temps, le ministre du Budget nous invente semaine après semaine de nouvelles propositions, notamment basées sur le revenu. Et en même temps, on parle de transférer de la CSG pour compenser de la CSG. Gérald Darmanin... Et du foncier bâti, et du foncier bâti départemental. Gérald Darmanin qui va peser sur les retraités parce que 70% des retraités sont propriétaires. Donc il faut qu'on ait un regard qui ne soit pas un regard dire on va faire plaisir aux retraités ou on va taper sur les retraités. Moi, je ne suis pas pour opposer les générations. Je pense qu'on doit avoir un débat sur ce sujet. Gérald Darmanin a démenti vouloir instaurer un système sur le revenu pour compenser la taxe d'habitation. Donc, il faut c'est pas ce qu'il a dit à la commission des finances du Sénat. Il a proposé, excusez-moi de le dire, d'indexer le foncier bâti départemental sur le revenu dans le transfert aux communes. J'ai devant moi des membres de la commission des finances. Je les vois opiner du chef. Et ce que j'ai lu dans le rapport de la commission des finances, c'est la réalité. Ce qui démontre l'impréparation. Pardonnez-moi. Ça mérite qu'on s'en tienne à ce qu'a dit le président de la République devant l'Association des maires de France. Moi, je suis prêt à le suivre là-dessus. Un travail des 2 commissions des finances. Un travail du comité des finances locales. En lien avec les associations d'élus. C'est une manière de travailler. Bien sûr, les Français ont choisi. La taxe d'habitation, c'est fini. Et je ne suis pas en train de me dire il faudrait la faire revenir. Simplement, attention à l'improvisation sur ces sujets. Parlons de la SNCF. La réforme de la SNCF qui va passer par ordonnance, ce qui veut dire qu'une loi d'habilitation aux ordonnances va arriver au Parlement au printemps, c'est en tout cas le calendrier souhaité par le gouvernement. Gérard Larcher, quelle sera l'attitude des parlementaires de droite vis-à-vis de cette réforme de la SNCF y serez-vous favorable? Je ne vais pas vous demander si vous allez la voter, puisque traditionnellement le président du Sénat ne vote pas, corrigez-moi si je me trompe, mais rarement, pour les immenses événements. Comment pourrez-vous ne pas la soutenir? Voilà la question. D'abord, la SNCF, c'est quoi? Décidément, vous ne répondez pas directement aux questions. Non, mais répondre, allez-y. C'est d'abord de savoir de quoi on parle. Allez-y. Et m'adressant à vous, je m'adresse aussi aux auditeurs et aux téléspectateurs. C'est 29 000 kilomètres de ligne. C'est chaque jour 3 800 000 voyageurs transportés. C'est aussi 46 milliards de dettes. C'est un acteur majeur de l'aménagement du territoire qui doit faire face à quoi? À l'ouverture, à la concurrence. Tout à fait, 2019. Oui, c'est une décision que tous les gouvernements de toute sensibilité ont prise au plan européen. Qui doit faire face à quoi? Au retour à l'équilibre et en même temps la réponse aménagement du territoire. Et donc, aujourd'hui, cette réforme, elle est nécessaire. Mais d'ailleurs, le Sénat, sous l'impulsion d'Hervé Maurey, va en parler. Et le 28 mars prochain, nous aurons 3 jours de débat autour d'une proposition de loi pour l'ouverture à la concurrence, pour l'aménagement du territoire, ce qui démontre qu'on n'a pas, à mon avis, besoin, j'allais dire, de l'argument rapidité pour passer par les ordonnances. D'accord, mais le gouvernement a le travail collectif. Il faut qu'on comprenne ce que vous dites, c'est important. Le gouvernement a le soutien de la droite sénatoriale, en tout cas, sur cette réforme de la SNCF. On va savoir, il faut qu'on voit ce qu'il y a dans le texte et il faut que la dimension d'aménagement. Naturellement qu'il faut faire évoluer le statut. Mais on a, me semble-t-il, là aussi, un tout petit problème de méthode. Alors justement. Le sujet, on l'a déjà eu. 2014 sur le fret. Je voudrais vous rappeler, plus personne n'en parle. On a abouti à une série de conventions collectives. Conventions collectives qui sont en application. Je crois que c'est une des voies de sortie dans le dialogue social. Je n'ai pas... Aujourd'hui, j'ai rencontré M. Martinez il y a 10 jours, parce que c'est des sujets très importants. Je suis donc personnellement pour l'ouverture à la concurrence, pour le changement statutaire. Je suis aussi pour le dialogue social. Et je considère que la grève, perlée, va prendre en otage 3 800 000 voyageurs. Et notamment des voyageurs qui, tous les jours, dans des trajets pour le travail,
vont être pris en otage. C'est vrai en Île-de-France, c'est vrai dans l'ensemble des métropoles. Et être pris en otage, c'est quand même une responsabilité devant laquelle j'appelle l'ensemble des organisations syndicales. Il y a certes l'appel au service minimum, qui est un des acquis de Nicolas Sarkozy, mais je pense que la seule voie, c'est le dialogue. En même temps, nous appuierons les évolutions statutaires, nous appuierons le retour à l'équilibre, mais c'est très simple. Je propose au gouvernement de reprendre ce qui sera le fruit du débat du Sénat, les 28, 29 et éventuellement 30 mars prochain. Parce qu'au Sénat, on va aborder le sujet le message directement. Est passé. Le rôle d'un Parlement, je rappelle, c'est le débat. Gérard Larcher, il faut qu'on avance avec vous, Laurence Ferrari, sur cette affaire de cagnotte. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord avec la ligne du gouvernement qui consiste à dire qu'il n'y a pas de cagnotte? On sait qu'elle se monte environ à 4,5 milliards d'euros parce que la croissance était de 2% au lieu de 1,7. Il y a une cagnotte ou il n'y en a pas? Ça me rappelle une chanson, pardonnez-moi, qui s'appelait Souvenir, Souvenir. Lionel Jospin, Christian Sauter. Il y a 2200 milliards de dettes. Ça représente la cagnotte 0,2% de notre dette. Donc autant la distribuer, quoi. Il faut être sérieux. Ouais. Et je le dis, une des principales décisions à prendre, c'est comment on réduit la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire corpo en vous disant ça, je vais vous dire la vérité. Plus de 2/3 de l'allègement de la dépense publique, ce sont les collectivités territoriales, les communes, les intercos, les départements et les régions qui les portent, alors qu'ils ne représentent que 20% de la dépense publique. Donc qu'on comprenne bien, sur la cagnotte, vous pensez qu'il faudrait faire un geste envers le pouvoir d'achat ou pas alors? Parce que vous dites que ça représente rien de la dette, donc autant à la limite, vu que ça représente rien... Moi qui adore La Fontaine, qui écrivait à Versailles, la cigale ou la fourmi? Je suis plutôt fourmi. Gérard Larcher, plutôt fourmi dans le cadre de la fable de La Fontaine. Fin de la deuxième partie, on marque une deuxième pause très courte et on se retrouve tout de suite après. L'invité du grand rendez-vous est le président du Sénat, Gérard Larcher. Troisième et dernière partie que nous commençons avec vous, Laurence Ferrari. Laurent Wauquiez, après les enregistrements volés de ses cours à l'ENM Lyon, subit une baisse de 9 points de sa popularité dans l'IFOP, le sondage IFOP de Paris Match. Est-ce que ça vous inquiète pour votre parti? Autre signal d'ailleurs, il recule de 16 points auprès des sympathisants LR, quand Valérie Pécresse, qui est ici aujourd'hui dans le public, augmente de 8 points et passe devant lui. Est-ce qu'il y a un problème à la tête des LR? Moi, j'ai fait le choix d'être membre des Républicains. Et je compte bien, à l'intérieur des Républicains, faire valoir la sensibilité qui est la mienne, de faire vivre la diversité. Et cette diversité, Valérie Pécresse l'a fait vivre. Elle l'a fait vivre avec talent et avec sa liberté. Puisque le mouvement s'appelle Libre. En même temps, Laurent Wauquiez m'a demandé de travailler avec Franck Proust sur le projet européen. Ce qui démontre que Laurent Wauquiez, il est attentif aux différentes sensibilités. Et dans quelques jours, je présenterai avec Franck Proust des propositions pour l'Europe. Elles seront débattues. Ce que je souhaite, moi, c'est que les sensibilités à l'intérieur des Républicains puissent s'exprimer. Mais est-ce qu'il y a un problème Wauquiez? C'est ça ma question. Écoutez, Laurent Wauquiez, il a été élu. Il a été élu par les militants largement. Il a aujourd'hui la responsabilité de faire vivre le mouvement. Et sa responsabilité, c'est aussi de faire vivre la diversité. Laurent Wauquiez, il a eu aussi le courage d'aller à Mayotte. Alors que personne n'y allait. À un moment où la situation était désespérée. Nicolas Barré, allez-y. Écoutez ces mots, Gérard Larcher. Europe passoire, une France ouverte à tous les vents migratoires, territoire perdu de la République, le spectre d'un conflit de civilisation avec l'islam. Tout ça, ce sont des extraits de récents discours ou d'interventions de, justement, Laurent Wauquiez et non de Marine Le Pen. Alors, vous sentez-vous en harmonie avec la sémantique du président de votre mouvement ? Vous entendrez, vous verrez le document que je vais produire. Arrêtons de caricaturer. Il y a besoin d'un projet européen. Entre la vision fédéraliste d'Emmanuel Macron et la sortie de l'Europe et de l'euro de Marine Le Pen. Une Europe qui fasse vivre un certain nombre de projets en commun. Des projets en commun
en matière de sécurité, de défense, d'économie. Un projet en commun qui favorise des valeurs. Regardez le débat que nous avons avec la Pologne sur la question des valeurs. Ce n'est pas la question de Nicolas Barré. C'est la question. Non. Il vous interroge sur le vocabulaire de Laurent Wauquiez. C'est qu'il y aura, s'il l'accepte, les Républicains, un projet européen. Un projet européen qui fera vivre, j'allais dire, un projet qui sera proche des citoyens. Car la question de l'Europe, c'est aussi sa distance avec les citoyens. La question de l'Europe, c'est la négation des parlements nationaux. Gérard Larcher, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous trouvez que la France est ouverte à tous les vents migratoires, par exemple, comme a pu le dire Laurent Wauquiez? Est-ce que c'est conforme à votre vision du pays? C'est une question essentielle que la question migratoire. J'étais il y a 15 jours au Tchad et au Niger. C'était un des sujets. Et la question migratoire, aujourd'hui, nous voyons que l'Union européenne, elle est en train d'apporter un certain nombre de réponses. Mais en même temps, nous avons besoin de lois nationales. Voilà pourquoi nous examinerons avec beaucoup d'attention, et le président de la commission des lois le fera particulièrement, le projet Asile-Immigration. De Gérard Collomb. Mais revenons à votre famille politique. Thierry Mariani, ancien ministre LR de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui membre de votre parti Les Républicains, promeut, et je le cite, un rapprochement avec le Front National au motif que le centre est parti chez Macron, je le cite à nouveau, et que le FN, dit-il, a évolué. Il a tenu ses propos la semaine dernière et il y a eu un bureau politique mardi lors duquel Laurent Wauquiez a décidé de ne pas le sanctionner, de ne pas même le blâmer publiquement. Est-ce que cela vous va, Gérard Larcher? Alors si le mot est interdit d'être prononcé, regardez une élection législative en cours et la réaction de notre parti par rapport aux propositions de Madame Le Pen. Non, on ne parle pas, je vous l'ai dit, Gérard Larcher, c'est jour de vote aujourd'hui, dimanche, on n'évoquera pas l'élection de Mayotte. C'est jour de vote que c'est interdit de parler de la réaction de Wauquiez et de notre formation politique vis-à-vis du Front National. Mais pourquoi ne pas blâmer les propos de Thierry Mariani qui vont à l'encontre de la ligne posée par Laurent Wauquiez? C'est ça que nous voulons comprendre. En tous les cas, moi, personnellement, je trouve ces propos inacceptables. Et je ne considère pas que le centre soit parti. Il peut avoir, mais c'est aussi son rôle, un élément de dialogue à l'intérieur du pays. Mais je peux vous dire qu'au Sénat, nous travaillons ensemble, dans la diversité, le centre, et même au-delà du centre. Parce que ce qui compte, y compris dans la réforme constitutionnelle, c'est l'intérêt de la France et des Français. Auriez-vous souhaité... Tout n'est pas qu'un jeu politique entre partis. C'est l'intérêt de la France et des Français. Là, ce sont des principes très importants. Oui, l'intérêt de la France et des Français, ça c'est important. Auriez-vous souhaité une réaction plus nette et plus dure de la part de votre leader, de votre président Laurent Wauquiez, sur cette question Mariani? La réponse, elle a été donnée sur le dossier législatif. On avance. Laurence Ferrari. Vous évoquiez Nicolas Sarkozy. On dit qu'il trouve que c'est une folie d'opposer la France des villes à celle des campagnes, qui est un peu la ligne de Laurent Wauquiez. L'ancien président est très circonspect sur cette ligne politique. Est-ce que vous la partagez, cette interrogation? Laurence Ferrari. Quand Emmanuel Macron est venu me voir la veille de son investiture, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous êtes le président d'une France fracturée. Parce que n'oublions pas le premier tour de l'élection présidentielle. C'est ça la photographie de la France. Et cette France fracturée, quand on la regarde, il y a une partie du territoire qui, non pas par adhésion aux idées, mais s'est réfugiée soit dans l'abstention, soit dans le vote pour les extrêmes. Et notre devoir, c'est d'être attentif au territoire. Et pour moi, le président de la République, il est le président de toute la France et de tous les Français. Voilà pourquoi je n'oppose jamais en disant vous êtes le président des métropoles. Je lui dis attention à ce que me disait un élu du Pas-de-Calais, m'interpellant un jour. Ne soyez pas que le président, il s'adressait au président du Sénat, qui ne vote des lois que pour que quelques métropoles et quelques régions puissantes. On reste dans votre famille politique. Valérie Pécresse ferait-elle une bonne candidate à l'élection présidentielle, Gérard Larcher? Vous lui poserez la question à l'issue de notre entretien. Oui, j'y manquerai pas, mais c'est à vous que je la pose. C'est une formidable présidente de région. Elle a la première région du pays, en responsabilité, qu'elle est en train de transformer, et dans lequel elle est capable de faire adhérer, j'allais dire, il n'y a pas pour elle un ancien monde et un nouveau monde. Nous sommes derrière Valérie, parce que nous pensons qu'elle est en train de donner à l'Île-de-France une dimension, un enthousiasme des projets dont on a besoin, et c'est cet enthousiasme dont j'ai envie pour le pays. Il n'y aura pas cette fois-ci de primaire pour désigner votre candidat, à votre avis? Écoutez, on prend chaque jour
Ça peine, hein. Et on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a, comme on dit dans le Berry, monsieur Pilet. Donc, on va d'abord avoir une formation politique qui se redresse, qui ait des vrais alliés, et puis, avec un projet, on le proposera aux Français. En tout cas, on a compris que Valérie Pécresse avait tout votre soutien à ce stade. Nous travaillons ensemble. Je suis un élu du département des Yvelines, travaillons pour l'Île-de-France. En plus, chacun sait notre proximité. Elle m'avait fait le très grand honneur d'être son président de comité de soutien. Et c'est différent. Vous voyez, chez nous, c'est un peu différent. On ne se sépare pas au lendemain du résultat électoral. On continue à travailler ensemble. De même que nous travaillons ensemble, vous voyez. M'accompagnent ce matin les 2 présidents de groupe qui forment la majorité sénatoriale. Ils ne sont pas toujours les mêmes, ils ne sont pas toujours d'un avis identique. Mais c'est ça aussi le Sénat. Jamais non par dogmatisme, jamais oui par discipline. Aujourd'hui, le gouvernement d'Édouard Philippe est réuni en séminaire. Ça sert à quoi, ce type de séminaire? C'est très utile. Ah oui, à quoi? Ah oui, très utile, parce que je crois qu'il est bon de faire le point. C'est utile aussi pour des groupes politiques à l'intérieur du Sénat. Donc, je pense que c'est l'occasion de faire le point. Je pense que c'est une réaction normale pour un Premier ministre de réunir ses ministres. Une question qui a beaucoup animé le débat de société cette semaine en France, ça concerne le chanteur Bertrand Cantat, qui revient sur scène. Il a tué donc Marie Trintignant, il a purgé sa peine. Est-ce que, Gérard Larcher, selon vous, lorsqu'on a purgé sa peine, on doit pouvoir reprendre une vie normale? La peine, et ça nous vient de nos origines et de la tradition judéo-chrétienne, juive et chrétienne. La peine est rédemptrice une fois qu'elle est exécutée. Mais en même temps, elle n'efface pas tout. Et nous le voyons bien dans la décision d'un certain nombre de juges. Mais il appartient aux juges de dire qu'une fois la peine purgée, est-ce qu'on redevient un citoyen avec tous les droits? Je pense que c'est aussi une question pour M. Cantat de sa conscience personnelle. De décence? Sa conscience personnelle. Je ne vais pas donner de leçons, la peine est purgée. Je pense que quand on est sur le devant de la scène médiatique, on a quelques devoirs supplémentaires. Les urgences hospitalières, Gérard Larcher, sont confrontées à une situation extrêmement critique en ce moment, avec un afflux de patients, notamment âgés. Certains doivent rester toute une nuit sur un brancard. On doit déprogrammer certaines interventions chirurgicales également. Le porte-parole des urgentistes dit que l'hôpital est en train de s'écrouler. Vous partagez ce pessimisme? C'est un sujet très très important, mais ça n'a pas commencé, j'allais dire, cette semaine. C'est un sujet majeur que la place de l'hôpital, le rôle de la médecine de ville, la manière dont on rentre dans un service. Et je pense particulièrement aux aînés, pour leur éviter des stades d'attente extrêmement longs aux urgences. Et donc, sur ce sujet, c'est bien l'ensemble de l'organisation de la politique de santé territoriale. Quand vous êtes dans le département de l'Orne, pas très loin de Paris, et où vous avez deux fois moins de médecins généralistes que dans nos Yvelines, eh bien, il y a des réalités qu'il faut gérer. Et ces réalités qu'il faut gérer, et la Fédération hospitalière de France alerte depuis longtemps. Nous avons eu un rapport au Sénat. Madame Cohen, Monsieur Savary, à l'automne 2017, qui pointait du doigt la question des urgences et proposait, j'allais dire, des voies de règlement, mais qui prennent en compte la réalité de la médecine de ville, de l'organisation. C'en est de même pour les personnes âgées dépendantes. On va devoir la question du médecin coordonnateur dans un EHPAD est tout à fait essentielle. Bernard Bonne, notre collègue, vient de faire des propositions qui sont issues du bon sens, parce que la question des aînés, c'est un marqueur de société. Merci Gérard Larcher, merci au président du Sénat d'avoir été l'invité du grand rendez-vous en ce dimanche matin. Merci à tous de continuer à nous être fidèles tous les dimanches. Nous vous disons à la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. Notre invité sera Christophe Castaner, le délégué général d'En Marche et ministre secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci.